Somnifère, le podcast. Un secret, bien gardé par ses détenteurs, couvé hermétiquement, se conserve sans dommage et sans fruit, nous dit Colette. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 4 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une femme et de son époux qui se rendent chez le notaire pour la lecture du testament de leur ami le plus proche. Or, le contenu de l'acte va rapidement les surprendre et les interroger. C'est un récit de Maupassant intitulé « Le legs ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse un petit moment pour adopter une position qui vous est confortable et pour vous autoriser tranquillement à refermer la page de ce mercredi. On va commencer par prendre une grande et profonde inspiration par le nez et on évacue toutes les tensions à l'expire. Une nouvelle fois, une grande et profonde inspiration par le nez et on expire toutes les tensions. Pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que d'observer notre position sur le matelas. Tranquillement, sans attente particulière. Observez votre respiration s'adoucir progressivement. Observez les mouvements de votre poitrine et de votre ventre, à l'inspire et à l'expire, qui montent et qui descendent. On va à présent relâcher tous les petits muscles de notre visage. La mâchoire qui se desserre, la langue qui se détend, le front et l'espace entre les deux sourcils qui se déplissent. Et imaginez qu'à chaque expire, vos muscles se détendent un peu plus encore. À chaque expire, votre corps s'enfonce encore un peu plus dans le matelas. Laissez-vous simplement aller et basculer lentement vers la détente. Portez à présent votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de détente les envelopper. Et remontez lentement au niveau de vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses,
vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de douceur s'installer un peu plus longtemps dans la région de vos épaules. Avant de rejoindre votre nuque tranquillement. Puis votre tête et votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Ne faites rien d'autre à présent que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Et notez comme c'est plaisant, comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Monsieur et Madame Serbois achevaient de déjeuner d'un air morne l'un en face de l'autre. Madame Serbois, une petite blonde à la peau rose, aux yeux bleus, aux gestes tendres, mangeait lentement sans lever la tête, comme si une pensée triste et persistante l'eût poursuivie. Serbois, grand, fort, avec des favoris, un air de ministre ou d'agent d'affaires, semblait nerveux et préoccupé. Enfin, il prononça, comme se parlant à lui-même. Vraiment, c'est bien étonnant. Sa femme demanda. Quoi donc, mon ami? Eh bien, que vaudrait que ne nous ait rien laissé? Madame Serbois rougit. Elle rougit brusquement, comme si un voile rose se fût étendu tout à coup sur sa peau en montant de la gorge au visage. Et elle dit. Il y a peut-être un testament chez le notaire. Nous n'en saurions rien encore. Et elle avait l'air de savoir en vérité. Serbois réfléchit. Oui, c'est possible. Car enfin, ce garçon était notre meilleur ami à tous les deux. Il ne quittait pas la maison, il dînait ici tous les 2 jours. Je sais bien qu'il te faisait beaucoup de cadeaux, et que c'était une manière comme une autre de payer notre hospitalité. Mais vrai, quand on a des amis comme nous, on pense à eux par testament. Il est certain que moi, si je m'étais senti malade, j'aurais fait quelque chose pour lui. Madame Serbois baissait les yeux, et comme son mari découpait un poulet, elle se moucha ainsi qu'on se mouche quand on pleure. Il reprit. Enfin, c'est possible qu'il y ait un testament chez le notaire et un petit legs pour nous.
Je ne tiendrai pas à grand-chose, un souvenir, rien qu'un souvenir, une pensée, pour me prouver seulement qu'il avait de l'affection pour nous. » Alors sa femme prononça d'une voix hésitante. « Si tu veux, nous irons après le déjeuner chez maître Lamaneur et nous saurons à quoi nous en tenir. » Il déclara: « Oui, je ne demande pas mieux. » Quand ils entrèrent dans l'étude de maître Lamaneur, un petit mouvement se fit parmi les employés. Et quand M. Serbois eut jugé bon de se nommer, bien qu'on le connût parfaitement, le premier clerc se leva avec un empressement marqué, tandis que le second souriait. Et les deux époux furent introduits dans le cabinet du patron. C'était un petit homme tout rond, ronde partout. Sa tête avait l'air d'une boule clouée sur une autre boule, que portaient deux jambes si petites, si courtes elles-mêmes, qu'elles ressemblaient aussi presque à des boules. Il salua, indiqua des sièges, et dit en adressant à madame Serbois un léger regard d'intelligence: « J'allais justement vous écrire pour vous prier de passer à mon étude, afin de vous donner connaissance du testament de M. Vaudrec, qui vous concerne. » M. Serbois ne put se tenir de prononcer: « Ah, je m'en étais douté. » Le notaire ajouta: « Je vais vous donner lecture de cette pièce, très courte d'ailleurs. » Il prit un papier devant lui et prononça: « Je sous-signais Paul-Émile Cyprien Vaudrec, saint de corps et d'esprit, exprime ici mes dernières volontés. La mort pouvant nous emporter à tout moment, je veux prendre en prévision de son atteinte cette précaution d'écrire mon testament qui sera déposé chez maître Lamaneur. N'ayant pas d'héritier direct, je lègue toute ma fortune, composée de valeurs de bourse pour 400 000 francs et de biens-fonds pour 600 000 francs environ, à madame Claire-Hortense Serbois, sans aucune charge ou condition. Je la prie d'accepter ce don d'un ami mort comme preuve d'une affection dévouée, profonde et respectueuse. Fait à Paris le 15 juin, signé Vaudrec. » Madame Serbois avait baissé le front et demeurait immobile, tandis que son mari roulait des yeux stupéfaits, allant du notaire à sa femme. Maître Lamaneur reprit après un moment de silence: « Il est bien entendu, monsieur, que madame ne peut accepter ce legs sans votre consentement. » Monsieur Serbois se leva. « Je demande le temps de réfléchir, » dit-il. Le notaire, qui souriait avec une certaine malice, s'inclina. « Je comprends le scrupule qui peut vous faire hésiter, cher monsieur. Le monde a parfois des jugements malveillants. Voulez-vous revenir demain à la même heure pour m'apporter votre réponse ? » Monsieur Serbois s'inclina. « Oui, monsieur, à demain. » Il salua avec cérémonie, offrit le bras à sa femme plus rouge qu'une pivoine et qui regardait les yeux obstinément baissés, et il sortit d'un air tellement imposant que les clercs en furent effarés. Dès qu'ils furent rentrés en leur domicile, M. Serbois, ayant fermé la porte, prononça d'une voix sèche: « Tu as été la maîtresse de Vaudrec. » Sa femme, qui ôtait son chapeau, se retourna d'une secousse. « Moi ? » ?»« Oui, toi. On ne laisse pas toute sa fortune comme ça à quelqu'un sans que... » Elle était devenue toute pâle, et ses mains tremblaient un peu en voulant attacher les longs rubans pour les empêcher de traîner à terre. Après un moment de réflexion, elle dit: « Voyons, tu es fou. Tu es fou, est-ce que toi-même, tout à l'heure, tu n'espérais pas qu'il te laisserait quelque chose ? Oui, il
devrais me laisser quelque chose. À moi, entends-tu, mais pas à toi. » Elle le regarda au fond des yeux d'une façon profonde et singulière, comme pour y chercher quelque chose, comme pour y découvrir cet inconnu de l'être qu'on ne pénètre jamais et qu'on peut à peine deviner en des secondes rapides, en ces moments de non-garde, ou d'abandon, ou d'inattention, qui sont comme des portes laissées entr'ouvertes sur les mystérieux dedans de l'âme. Et elle articula lentement. Il me semble pourtant qu'on eût trouvé au moins aussi étrange un legs de cette importance de lui à toi. Il demanda brusquement, avec une vivacité d'homme lésé dans ses attentes. Pourquoi ça? Elle dit. Parce que... Elle détourna la tête comme si un embarras l'eût gagnée, puis se tut. Il déclara. Tu ne peux pas accepter ça. Elle répondit avec indifférence. Parfaitement. Alors ce n'est pas la peine d'attendre à demain. Nous pouvons prévenir tout de suite monsieur Lamaneur. Serbois s'arrêta en face d'elle, et ils demeurèrent quelques instants les yeux dans les yeux, tout près l'un de l'autre, tâchant de voir, de savoir, de se comprendre, de se découvrir, de se sonder jusqu'au fond de la pensée en une de ces interrogations ardentes et muettes de deux êtres qui, vivant ensemble, s'ignorent toujours, mais se soupçonnent, se flairent, se guettent sans cesse. Puis brusquement, il lui murmura dans le visage à voix basse. « Allons, avoue que tu étais la maîtresse de Vaudrec. » Elle haussa les épaules. « Es-tu bête? Vaudrec m'aimait, je le crois, mais il ne m'a jamais eu, jamais. » Il frappa du pied. « Tu mens, ce n'est pas possible. » Elle dit tranquillement. « C'est comme ça pourtant. » Et il se remit à marcher, puis s'arrêtant de nouveau. « Explique-moi alors pourquoi il te laisse toute sa fortune à toi. » Elle prononça avec nonchalance. « C'est tout simple. Comme tu le disais tantôt, il n'avait que nous d'amis. Il vivait autant chez nous que chez lui. Et au moment de faire son testament, c'est à nous qu'il a songé. Puis par galanterie, il a mis mon nom sur le papier parce que mon nom lui est venu sous la plume, naturellement, de même que c'est à moi qu'il faisait des cadeaux et non à toi, n'est-ce pas? Il avait l'habitude de m'apporter des fleurs, de me donner tous les mois le 5 un bibelot, parce que c'était un 5 juin que nous avions fait connaissance. Tu le sais bien. Toi, il ne te donnait presque jamais rien, il n'y pensait pas. C'est aux femmes qu'on offre des souvenirs et non pas aux maris. Eh bien, c'est à moi qu'il a offert son dernier souvenir et non pas à toi. Rien de plus simple. Elle était si tranquille, si naturelle que Serbois hésitait. Il reprit. C'est égal, ce serait d'un très mauvais effet. Tout le monde croirait la chose. Nous ne pouvons pas accepter. Eh bien, n'acceptons pas, mon ami. Ce sera 1 million de moins dans notre poche. Voilà tout. Il se mit à parler comme on parle en pensant tout haut sans s'adresser vraiment à sa femme. Oui, 1 million, c'est impossible. Nous serions perdus de réputation. Et puis, tant pis. Il aurait fallu qu'il m'en donnât la moitié à moi, ça arrangeait tout. Et il s'assit, croisa ses jambes et se mit à tripoter ses favoris comme il faisait aux heures de grande méditation. Madame Serbois avait ouvert son panier à ouvrage. Elle en tira un bout de broderie et elle dit en se mettant au travail.
Moi, je n'y tiens pas. C'est à toi de réfléchir. » Il fut longtemps sans répondre, puis hésitant. « Voilà, il y aurait peut-être un moyen. C'est de me céder la moitié de l'héritage par donation entre vifs. Nous n'avons pas d'enfants, tu le peux. De cette façon, ça fermera la bouche au monde. » Elle demanda avec gravité. « Je ne vois pas trop comment ça lui fermera la bouche. » Il se fâcha brusquement. « Il faut que tu sois stupide. Nous dirons que nous avons hérité par moitié, et ce sera vrai. Nous n'avons pas besoin d'expliquer que le testament était à son nom. » Elle le regarda encore d'un regard perçant. « Comme tu voudras, je suis prête. » Alors il se leva et se remit à marcher. Il paraissait hésiter de nouveau, bien que son visage fût radieux. Non, peut-être vaut-il mieux y renoncer tout à fait, c'est plus digne. Pourtant, de cette façon, on n'aurait rien à dire. Les gens les plus scrupuleux seraient forcés de s'incliner. Oui, ça arrange tout. Il s'arrêta devant sa femme. « Eh bien, si tu veux, Bichette, je vais retourner tout seul chez Maître Lamaneur pour le consulter et lui expliquer la chose. Je lui dirai que tu as préféré ça par convenance pour qu'on ne puisse pas jaboter. Du moment que j'accepte la moitié de cet héritage, il est bien évident que je suis sûr de mon fait, que je suis au courant de la situation, que je la sais bien nette, bien honnête. C'est comme si je te disais, accepte aussi ma chère puisque j'accepte moi ton mari. Autrement, ça n'était pas digne. » Madame Serbois prononça simplement. « Comme tu voudras. » Il reprit, parlant maintenant avec abondance. « Oui, ça s'explique très facilement en partageant l'héritage. Nous héritons d'un ami qui n'a pas voulu faire de différence entre nous, qui n'a pas voulu établir de distinction, qui n'a pas voulu avoir l'air de dire « je préfère l'un ou l'autre après ma mort, comme je l'ai préféré pendant ma vie. » Et sois certaine que s'il y avait songé, c'est ce qu'il aurait fait. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas prévu les conséquences. Comme tu le disais fort bien, c'est à toi qu'il faisait toujours des cadeaux. C'est à toi qu'il a voulu offrir un dernier souvenir. Elle l'arrêta avec une nuance d'impatience. « C'est entendu, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de tant d'explications. Va tout de suite chez le notaire. » Il balbutia, rougissant, confus soudain. « Tu as raison, j'y vais. » Il prit son chapeau et s'approchant d'elle tendit ses lèvres pour l'embrasser en murmurant « À bientôt, chérie. » Elle offrit son front et reçut un gros baiser pendant que les grands favoris lui chatouillaient les joues. Puis il sortit d'un air joyeux. Et Madame Serbois, laissant tomber son ouvrage, se mit à pleurer. Bonne nuit. Bonne nuit.